Bonjour, bienvenue pour la quotidienne du 29 mars. La chasse aux œufs est lancée pour la première fois de son histoire. La mosaïque de Pâques se vivra en ligne, une manifestation en faveur de l'association romande des familles d'enfants atteints d'un cancer, mais aussi en faveur de la fondation Planète Enfants Malades. Pour les aider, c'est simple, il vous suffira d'acheter un œuf de Pâques en ligne. En sport, retour sur les championnats du monde de télémark en compagnie du skieur originaire de Vic, Gaëtan Procureur, sur le plateau d'Alexandre Caporal. Enfin, en culture, direction Trélay, Nina Rodin nous emmène en balade à la découverte de son art, un art qui vient à la rencontre de la nature. Pour la première fois de son histoire, la mosaïque de Pâques se vivra en ligne. Covid oblige, la manifestation se transforme en une plateforme en ligne pleine de bonne humeur, avec des actions en faveur de l'ARFEC, mais aussi de la Fondation Planète Enfants Malades. L'objectif partagé du bonheur, bien sûr, est concrétiser les projets en faveur des enfants malades de Suisse romande. On en parle avec nos deux invités. Paola Molpinateliti, bonjour. Bonjour Andrea. Vous êtes la directrice de la Fondation Planète Enfants Malades, et Didier Maté-Doré, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes membre du comité mosaïque de Pâques, mais vous êtes un peu la mascotte de toute cette aventure. On expliquera pourquoi. Paola, voilà une 23e édition, 22e qui n'a pas pu se faire. Donc voilà, là, il y avait un petit challenge, mettre tout ça en ligne. Expliquez-nous. Exactement, puisque la mosaïque l'année dernière a été annulée un peu au dernier moment. Cette année, étant dans l'incertitude, quand on a commencé à se réunir pour voir si la mosaïque pouvait avoir lieu, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend le risque d'organiser quand même? Et puis finalement... après concertation avec le comité, on s'est dit soyons fous, faisons année extraordinaire, faisons une action extraordinaire. Alors on a décidé de faire une mosaïque virtuelle. Ouais. Et on a mis le challenge beaucoup plus haut parce que chaque année, ce sont environ 40 000 œufs qui sont mis en vente pour créer la mosaïque sur place à Ouchy. Et cette année étant virtuelle, on s'est dit on va monter jusqu'à 100 000 œufs. Donc le défi est gigantesque, mais il est totalement atteignable et on a confiance. Ouais, parce que vous avez aussi un fou et un extraordinaire tout trouvé en la personne de Didier qui accompagne cette aventure depuis longtemps. C'est toi qui as pour habitude aussi d'animer aussi sur place à Ouchy d'habitude cette grande fête, cette grande manifestation au micro. Pourquoi? Qu'est-ce qui te lie au fait à toute cette histoire? Ça remonte à ça déjà presque une dizaine d'années où j'ai commencé à faire les camps avec la protection civile. Je suis commandant de compagnie là-bas et puis on a décidé d'apporter un peu notre soutien et qui était plutôt technique, faire les transports et la nourriture pour les camps de l'ARFEC, donc les enfants qui ont le cancer, l'autre association. En fait, c'est eux qui nous emmènent dans leur univers et forcément, passant chaque fois une semaine avec eux par année, on est tellement touchés, on est tellement comme des gamins qui vivent quelque chose qu'on oublie tous dans la société, c'est-à-dire se faire du bien de manière vraie, chaque seconde est incroyable. Et puis, forcément, à force que tout le monde nous appelle papa et qu'on fasse... tu es devenu le papa de tous ces enfants. Alors, c'est les images qu'on verra ici derrière nous, dans les écrans, avec ce camp d'été de l'ARFEC. Donc, beaucoup d'émotions. Et puis voilà, finalement, on s'engage. Et puis, ça paraît être notre raison d'être après. Donc, bonheur autant que mêlé d'un honneur d'être ici. Ouais. Alors Paola, on l'a dit, évidemment, l'objectif, c'est d'apporter du bonheur à ces enfants, de récolter aussi de l'argent. Mais dans quel but ? Alors, étant donné que les bénéficiaires sont l'ARFEC, l'Association romande des familles d'enfants atteints de cancer, et la Fondation Planète Enfants Malades, c'est vraiment pour aider, soulager, soutenir, accompagner tous les enfants hospitalisés et non hospitalisés. Donc, je rappelle les buts de l'ARFEC. C'est vraiment accompagner les familles de ces enfants qui sont atteints de cancer à l'extérieur, les soutenir, être présents. Autant aussi à l'hôpital, puisqu'ils ont créé un espace famille pour accompagner, être présent au maximum auprès de ces familles qui vivent des moments extrêmement douloureux. Et la Fondation Planète Enfants Malades, nous sommes présents à l'hôpital, au CHUV, donc 11e étage, pédiatrie, ainsi qu'à l'hôpital de l'enfance. Et nous, alors, ça sera plutôt le côté ludique. On offre des contes, de la musique, des activités physiques adaptées. On soutient aussi l'hypnose thérapeutique, on soutient les familles défavorisées, la recherche. On a un programme d'accompagnement pour les adolescents. Donc nous, on est présents au quotidien au sein de l'hôpital, auprès des enfants. Ouais, comment est-ce que vous avez vécu cette année qui était compliquée? On le sait pour ces familles, parce qu'elles étaient très seules. Comment est-ce que vous avez pu les aider? Alors oui, elles étaient très seules parce que au début du premier confinement, jusqu'à fin août, toutes les visites autres
d'intervenants de l'extérieur ne pouvait avoir lieu. Donc les enfants étaient seuls avec un seul parent dans leur chambre. Même plus d'activité avec les espaces éducatifs. Donc ça a été un moment très difficile. Et depuis fin août, on peut de nouveau être présent, tout comme les autres associations. Et on essaie vraiment de maintenir cela. Pour nous, ça nous tient à cœur. Et on s'est rendu compte aussi que la solidarité avec cette pandémie a pris une dimension extraordinaire. Ouais. Vraiment, parce que c'est ici que ça se passe. C'est les enfants que l'on côtoie dans le canton de Vaud, en Romandie, et tous les enfants qui ont à un moment ou une autre eu un problème de santé ont tous été traités ou transités par le CHUV. Et c'est là où on est présent. Ouais. Et puis voilà, ça c'était le fameux t-shirt collecteur qui en résulte de l'année précédente, Didier. Et aujourd'hui, on sait que toi, tu es le vrai rayon de soleil qui apporte plein d'énergie aussi à ces enfants. Tu as mis en place une série de choses. Tu demandes aux gens justement de participer sur Internet. Qu'est-ce qu'il faut faire? On prend le téléphone, on fait une vidéo, explique-nous. Alors exactement. Vu qu'on ne peut pas aller les voir dans les hôpitaux directement ou une seule personne ou vraiment de manière peu, et puis qu'on a besoin aussi de savoir qu'on existe virtuellement, on a décidé de faire un groupe sur TikTok et sur YouTube de créateurs et de gens qui ont juste capté des images un peu de folle ou de bonheur et puis qui font un petit message en disant on ne peut pas venir vous voir, on ne peut pas faire d'animation, mais on vous envoie déjà des énergies, un peu de sourire via nos téléphones et puis justement, essayons de créer une famille de gens qui se prennent par la main, qui se font du bien, et puis qu'on essaye de leur donner encore des justement bonnes énergies, parce que finalement, tout le monde est occupé par la pandémie, et puis on oublie peut-être de s'occuper justement d'eux, et puis qui sont dans leurs hôpitaux de manière un peu triste ou nette. Donc notre but, c'est de vendre des œufs, 1 franc l'œuf quand même à la mosaïque jusqu'au 4 avril, on en a 100 000 exactement, mais aussi d'essayer de créer 2 groupes sur les réseaux sociaux, de trucs où autant les gens peuvent poster des créations originales, autant les enfants ils peuvent aller et puis se délecter justement de plein de choses qui font du bien bêtement. Et pour faire les dons, pour faire les vidéos, il y a un site, j'imagine, où est-ce qu'on envoie tout ça? Comment ça fonctionne? Tout à fait, le site www.ouchi.ch sur lequel vous pouvez aller acheter et même choisir la couleur de l'œuf que vous voulez acheter. Et remplissez le dessin. Au fur et à mesure, le dessin se remplit, se colorie avec le nombre d'œufs qui sont vendus quotidiennement. Et sur le site de Ouchi, à la place de la navigation, il y a un écran LED qui, au fur et à mesure que les couleurs et que le dessin se colorie, se remplit. Et il y a aussi un grand code Twint pour venir flasher si vous voulez donner directement d'argent à Ouchi. Et puis c'est vrai, carte de crédit, ce que vous voulez en fait, bêtement. Essayons de se faire du bien. Essayons de se faire du bien et parce qu'il en faut justement. Didier, Paula, merci beaucoup de nous en avoir fait du bien aujourd'hui, d'avoir été avec nous. Et bien, on va faire cette vidéo d'ici quelques instants. Bonne journée. Merci Andrea. Vive les enfants et puis merci de les soutenir à tous, à vous aussi. Merci. Il est originaire de Vic et vient de disputer les mondiaux de télémark le week-end dernier à Melkzeefruit dans le canton d'Obwald. Le skieur Gaëtan Procureur s'est classé 8e et 9e respectivement en parallèle et en classique et 16e en sprint. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Gaëtan, on va faire un petit bilan de ces résultats des mondiaux que tu as préparé toute cette saison. Toi qui du coup avais fait pas mal de résultats en début d'année où tu t'étais classé beaucoup dans le top 10. Là du coup je sais qu'il y a une petite déception avec cette 16e place où tu es tombé, il me semble, en sprint. Et par contre, 8e et 9e, où là, tu raccordes avec les résultats que tu avais l'habitude de faire, mais un bilan quand même un peu mitigé, je crois. Oui, après, la première course à sprint, je suis tombé à la première manche et puis j'ai vu mes chronos intermédiaires qui étaient plutôt bons, donc j'étais relativement déçu. Mais après, c'est les championnats du monde, donc il faut tout tenter puis essayer d'aller le plus vite possible. Parce qu'il y a un peu que les médailles qui comptent. Et puis les top 10, c'est bien beau, mais c'est les championnats du monde. Donc on se bat pour les meilleures places. Et donc c'est vrai que sur le global, j'étais un peu déçu. Un peu déçu donc des résultats, mais quand même 8e et 9e. Donc tu réussis à faire finalement, à réussir certains objectifs que tu t'étais fixés. Oui, je suis dans la continuité de ce que j'ai réalisé pendant toute la saison. Donc c'est vrai que c'est bien, mais
on espère toujours un peu mieux. Donc, ouais. Voilà. Toujours, ouais. Ouais, toujours. J'imagine. Quel bilan tu tires justement de cette saison que tu as pratiquée en télémark? Je suis très satisfait parce que j'ai réussi à avoir une constance que je n'avais pas les saisons passées. Et ça m'a permis de rentrer dans le top 10 au classement général. Et puis, top 10 mondial. Top 10 mondial, donc je suis quand même très satisfait de ce que j'ai réussi à faire. Effectivement, et comment tu as vécu cette saison particulière avec les incertitudes Covid justement qui planaient au-dessus de ta tête et puis au-dessus des compétitions. Comment un sportif vit ça pour les entraînements on savait, on a su quand même assez vite qu'il y allait avoir des courses, mais après on savait que ça allait être un peu incertain, que le programme il allait changer suivant la situation sanitaire. Du coup, on était prêt à pouvoir s'adapter le mieux possible. Être prêt à chausser les skis dès le lendemain, quoi. Exact. Et puis, pour finir, ça s'est quand même relativement bien passé. Les courses qui devaient avoir lieu ont eu lieu. Il y en a 2-3 qui ont été annulées, mais c'était compréhensible. Et ouais, on a réussi à faire quand même une saison à peu près complète. Et puis on sait qu'on est très chanceux. Donc malgré ces résultats aux mondiaux, un bilan tout de même positif sur ta saison globale, avec la constance dont tu nous as parlé, ce top 10. Quels sont les objectifs pour la suite? Parce que là, la saison a touché à sa fin pour toi. Oui. La saison prochaine, maintenant, est dans ton viseur. Qu'est-ce que tu vises? J'aimerais bien quand même monter en tout cas d'un step et puis de réussir à rentrer dans le top 5 mondial. Et puis pourquoi pas si l'occasion se présente, faire un podium. Ouais. Après ça c'est encore de la musique d'avenir, c'est la saison prochaine. Après on verra tout ce qui peut se passer entre maintenant et puis l'hiver prochain. Qu'est-ce qui manquerait justement pour aller encore plus loin? Je pense à un petit peu de niaque en plus et puis un petit peu de vitesse sur les skis, parce que la technique elle est là, c'est juste il manque un peu la petite étincelle qui fait toute la différence. Il y a eu aussi des problèmes de genoux, il me semble, qui persistent, parce qu'il y a quelques années en arrière, saison je crois 2014-2015, tu avais eu des gros soucis de genoux, c'est juste? Oui, 2014 et puis 2015, je me suis déchiré 2 fois le ligament croisé antérieur. Donc difficile à vivre, finalement tu as réussi à remonter, et puis là, voilà, on le dit, ce classement mondial dans le top 10, mais ces problèmes de genoux persistent encore aujourd'hui quand même? Oui, toujours, mais après maintenant j'ai pris l'habitude parce que je sais que mon genou il sera jamais comme avant, donc je fais avec, quitte à faire un peu moins à l'entraînement, et puis quand je sens que mon genou il arrive à la limite, j'arrête, et comme ça je peux rester dans la continuité pour toute la saison, et puis pas me brûler pour juste faire 2 manches en plus. Ouais. Ça reste quand même un petit handicap qui t'empêche justement d'atteindre les chronos que tu pourrais atteindre? Oui et non, parce que des fois c'est vrai que j'aimerais bien faire plus au niveau volume d'entraînement, mais je ne peux pas. Mais après, j'ai réussi à faire en sorte que ça pose plus problème et que je m'écoute un peu plus et pas aller tête baissée et puis que mon genou souffre le lendemain. Ouais. Alors, on a dit tu es skieur, mais donc spécialisé dans le télémark. Télémark qui est donc une discipline pas spécialement très connue ou très médiatisée ou très reconnue. Qu'est-ce qui manque pour toi à cette discipline pour avoir une aura comme la descente de ski alpin ou le ski nordique? Je pense déjà le fait qu'on ne soit pas un sport olympique, ça fait que c'est pas très médiatisé. Et après, pour les néophytes du ski, c'est quand même, il faut le dire, ça reste quand même du ski alpin. Donc pour les gens qui ne connaissent pas du tout le ski alpin, ça reste à peu près la même discipline. On plie juste le genou et puis ils ne voient pas vraiment pourquoi. Donc, le talon qui est décollé. Et pourquoi justement? Parce que comme c'est pas médiatisé, il n'y a pas de connaissances sur le sport. Donc du coup, ça incite pas forcément les gens à s'y intéresser. Comment tu le décrirais, toi, le télémark, et pourquoi tu as choisi cette discipline plutôt que justement la descente en ski alpin, par exemple? Après, moi, mon père en faisait. J'ai essayé une fois et puis du coup, j'ai jamais lâché le truc. Okay. Et je pense que c'est aussi un état d'esprit. Le télémark, c'est un peu un état d'esprit. On a le talon libre, c'est quelque chose quand même de totalement différent dans l'état d'esprit. J'allais te demander qu'est-ce qui te plaît vraiment en fait là-dedans. Les sensations qui sont différentes peut-être? Les sensations, on est quand même vachement plus proche de la neige. On a le genou qui touche quasiment par terre à chaque virage. Et puis
pendant la course, on a quand même un saut, c'est quand même un tout qui fait que par rapport au ski alpin, je préfère. Gaëtan, aujourd'hui tu es semi-pro dans le télémark. C'est clair que quand on annonce des top 10 mondiaux, il n'y a pas de secret, il y a de l'entraînement intensif tout au long de l'année. En revanche, tu es quand même, donc je l'ai dit semi-pro, parce qu'à côté tu continues des études en lettres. Comment tu arrives à allier justement tes études et puis le sport? Alors c'est assez compliqué. Là, je suis en cursus sport. J'ai un statut de sport d'élite auprès de l'université de Lausanne. Du coup, je peux arranger mes horaires comme je le souhaite pour pas que ça tombe pendant les courses, pendant les entraînements. Mais après, comme j'ai pas forcément de rythme d'entraînement régulier et de courses régulières, je rattrape un peu ce que je peux quand je peux. Et du coup. C'est assez compliqué, je ne peux pas faire des examens au mois de janvier, donc je dois tous les récupérer au mois de juin. C'est un emploi du temps qui est assez chargé, et puis que maintenant que la saison est finie, je sais que ça va être sport de tout rattraper. Voilà. La saison est terminée, maintenant c'est les études qui reprennent le pas. Quelles sont tes ambitions, toi, pour l'avenir? Où est-ce que tu te vois dans quelques années? Est-ce que c'est possible aussi d'exercer, d'être sportif, skieur de télémark 100% professionnel? Pour l'instant, vu l'état des choses, pas, parce que c'est assez compliqué de trouver des sponsors et en tout cas de recevoir assez d'argent pour pouvoir en vivre. Et puis après, moi, c'est pas forcément ma volonté, parce que j'ai toujours eu la volonté de faire quelque chose à côté pour au moins qu'il y ait un truc qui n'a rien à voir avec le sport, et puis que je puisse un peu, pas décompresser, mais me changer les idées et pas être que dans le ski tout le temps. Du coup, dans quelques années... je sais pas trop au niveau sportif, parce que le genou, ça me limite quand même beaucoup. Et je sais que je n'aurais pas encore dû faire ça pendant 10 ans. Du coup, en tout cas, continuer encore 1 ou 2 saisons, sûr, et puis après, on verra bien. Advienne que pourra. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la saison prochaine? Du coup, on l'a compris, top 5 et puis une médaille? Une médaille, ce serait vraiment bien. Et puis un top 5, au moins, top 5, je sais que j'ai la capacité d'y arriver, donc... Mais la constance, quoi, c'est ça. Le premier truc, top 5, et puis après, si ça arrive, une médaille. La médaille. C'est tout ce qu'on te souhaite, en tout cas, Gaëtan Procureur. Merci beaucoup d'avoir été sur ce plateau à DRTV. Tu es ici chez toi, tu viens quand tu veux. Voilà. Merci beaucoup. Nina Rodin fait de la forêt trélésienne son atelier. En s'inspirant d'études scientifiques, l'artiste décore les arbres de rupans forestiers avec des plastiques multicolores fabriqués au Texas. Une œuvre éphémère qui invite à la contemplation et à la réflexion. Nina Rodin, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on voyage un petit peu en forêt avec vous. Justement, pourquoi avoir choisi d'exposer votre art dans la forêt de Trélez? Alors, parce que j'habite à Trélez depuis presque 10 ans maintenant. C'est une réaction à la situation du Covid aussi, de nombreuses expositions annulées, la difficulté morale d'inviter les gens à se rendre dans un espace fermé, et puis un intérêt pour la forêt qui date depuis longtemps. Donc, voilà. C'est-à-dire, la forêt, c'est toujours très mystique. Est-ce qu'il y avait un aspect mystique ou pas du tout? Parce qu'on sait que vous avez aussi une démarche qui est toujours très scientifique dans votre démarche artistique. Alors, la forêt m'a toujours attirée dans le sens qu'elle représente une foule très dense, que je compare dans ma tête à la foule des neurones que nous avons dans le cerveau, donc, parce que j'étais neurophysiologue à l'origine. Et je pense que de nos jours, à cause du réchauffement climatique, qui pour moi est une crise beaucoup plus importante que celle du Covid au final, j'avais envie de faire quelque chose dans cet espace. Et ces rubans fabriqués au Texas, le premier, je l'ai rencontré en Amazonie péruvienne, en fait, où j'avais un ruban rose fluo au milieu de toute cette verdure, comme un coup de pinceau assez agressif, disons. Et je me suis rendu compte que ça servait à des études scientifiques de la forêt amazonienne. Donc, en tant que scientifique, j'ai cet outil scientifique au premier abord très fort. Et
après quelques recherches, discussions avec les scientifiques sur place, je me rends compte qu'en fait, ça s'appelle du logging tape en anglais. Et c'est des rubans qui servent à marquer les arbres pour l'abattage industriel. Et en plus, ça sert aussi au triage de victimes lors de catastrophes naturelles, dont nous souffrons de plus en plus aussi à cause du réchauffement climatique. Donc rien à voir avec un aspect, enfin voilà, très coloré, très vivant, très festif, pas du tout. Il y a quand même une histoire derrière tout ça. Pour mettre tout ça en place, vous avez travaillé notamment avec le garde forestier. Oui. À quoi est-ce qu'il fallait faire attention ? Alors, j'ai demandé si je pouvais les agrafer à l'arbre, donc c'est pas possible. En fait, autrement, voilà, ils sont maintenus avec du scotch, tout simplement. Il y avait très peu de soucis, sauf que pour que j'ai le droit de travailler dans ce bois, il fallait d'abord le préparer, c'est-à-dire enlever tout le bois mort. Plusieurs arbres ont été abattus, en fait, pour que je puisse travailler en toute sécurité dans cette partie du bois. Et non, la plus belle chose, ça a été très simple d'avoir cette autorisation aussi de la part de l'inspecteur des forêts ensuite, hein, M. Vallotton. Est-ce que ce n'est pas un peu dérangeant finalement de devoir abattre des arbres pour pouvoir installer son œuvre artistique? C'est très. Et je pense que la conversation et l'échange avec M. Maté a été extrêmement intéressante pour moi, de comprendre que, bon, déjà, cette forêt est beaucoup plus vieille que je le pensais. Elle a beaucoup d'arbres très jeunes, mais ces arbres ont quand même 30-40 ans. Et la majorité de ces arbres vont être abattus en fait pour l'assainissement de la forêt, pour maintenir une diversité écologique, pour notre enjoyment, notre plaisir et utilisation de la forêt. Donc tous ces arbres que j'ai soigneusement marqués maintenant de 3 rubans chacun, en fait n'y seront pas pour toujours. Et il n'y a pas Ça peut paraître surprenant, hein, parce que c'est vrai qu'en commençant l'interview, vous nous dites que voilà, il y a une urgence climatique aujourd'hui, qu'il faut prendre soin aussi de notre environnement. Finalement, on abat des arbres. Donc, est-ce qu'il y avait un geste symbolique, une manière de leur dire au revoir, peut-être ? Oui, enfin, je pense que justement, une partie de l'abattage de ces arbres vise à mitiger l'impact du changement climatique. C'est-à-dire que les espèces qu'on considère, selon M. Maté, qu'on considère ont le moins de chances de survivre au réchauffement climatique, sont abattues en avance même du réchauffement climatique qui les détruirait, pour qu'on n'ait pas trop de trous dans nos forêts. Mais d'une part, ça a rendu la chose plus facile parce que j'avais un peu mauvaise conscience de mettre du plastique comme ça dans la forêt. Je pense que c'est pour une bonne cause, quelque part. Il faut qu'on en parle. Et en même temps, j'ai été très surprise de comprendre à quel point cette nature, qui pour moi a été un endroit fabuleux de me retrouver en pleine nature, un refuge. Après, je suis venue directement du centre de Londres. Ouais. Est en fait un milieu qui est très fortement dessiné par nous, humains. Ouais. Le fait de la travailler, cette nature artistiquement, qu'est-ce que ça permet ? Je pense que, bon, au niveau purement personnel, je pense que c'est pour l'artiste, c'est ce qui compte, c'est la conviction, the thrill of it, c'est excitant, on peut dire en français, de voir qu'est-ce que ça va donner, si je fais ce plan horizontal qui coupe tous ces arbres, est-ce que ça va donner ce que je m'imagine? Donc il y a cette satisfaction très très personnelle. Et ça a fonctionné? Vous avez retrouvé cette excitation qui était dans votre imaginaire de le voir en réel? Alors il en a fallu beaucoup plus que ce que je pensais. Donc en premier lieu, j'ai mis un seul ruban, comme certaines des photos derrière vous. Il en fallait 3 pour que vraiment cette ligne se voie. La nature est un endroit qui est très difficile pour travailler et mettre de l'art parce qu'elle absorbe, en fait, les choses se perdent très facilement dedans. C'est une installation qui va aussi évoluer, justement, parce que de 1, vous passez à 3 rubans, et l'idée, ça serait d'en faire aussi, finalement, peut-être une performance autour de tout ça. Voilà. Donc, il existe un kimono fabriqué avec 2500 rubans forestiers que j'espère mettre et faire une performance de danse et d'interaction avec la nature, comme une geisha, un esprit des forêts. Tout ça à voir à Trélène, Nina Rodin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et peut-être au plaisir de vous y croiser en forêt. Avec plaisir. Merci beaucoup.
C'est tout pour la quotidienne du 29 mars. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Très belle soirée à tous.